donc on va passer à une double session, enfin une session consacrée à la chirurgie réfractive avec deux communications. Donc Jean-Pierre Rosenbaum va nous parler du LASIK. Professeur Béatrice Kochner nous parlera après du SMILE. Donc pour ceux qui l'ignorent, elle vous l'expliquera dans un moment. Donc restez sur l'idée qu'il peut y avoir du sourire quelque part dans notre chirurgie. Alors là, il n'y a aucun doute, le laser femtoseconde a été une révolution, et une révolution qui 10 ans plus tard est toujours là, c'est que c'est une bonne révolution. Oui, tout à fait, nous allons rentrer dans le royaume du laser. Et donc, je vais, en essayant de garder le timing, puisque on doit quitter la salle à 18h après, donc il y a le cours sur la dysfonctionnement érectile de Ronald Virag, donc on va essayer d'être dans les temps. Alors je vais vous parler de l'épopée de la chirurgie réfractive cornéenne, et en particulier, vous allez voir comment les systèmes mécaniques ont laissé la place au laser. Les objectifs de cette chirurgie réfractive cornéenne sont de corriger les défauts de la vision en modifiant la forme de la cornée. On traite ainsi la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme, voire la presbytie. Les résultats de cette chirurgie sont excellents et les accidents sont exceptionnels dans des mains expérimentées et respectueuses des contre-indications. Le respect des indications et des contre-indications est en effet fondamental. Les techniques actuelles modélisent la face antérieure et l'amincissent. Elles sectionnent également les rameaux nerveux qui vont heureusement repousser en quelques mois, mais Béatrice nous en parlera probablement dans la suite. Les examens préopératoires sont rigoureux. Elles vont éliminer les patients qui présentent des cornées trop fines, des antécédents familiaux de kératocone pour éviter une redoutable complication qui est l'ectasie de la cornée, dans laquelle la cornée n'a plus la résistance mécanique et se déforme par la pression interne du globe, ainsi que les syndromes secs. La cornée est un tissu transparent avasculaire qui forme la paroi antérieure du globe. Elle a également une résistance biomécanique, elle ne se déforme pas sous l'effet de cette pression, mais c'est également une lentille convergente d'une très très grande puissance, 42 dioptries. Quand vous comparez ça à la puissance de vos lunettes qui est de l'ordre de quelques dioptries, vous voyez ce qui est extraordinaire dans la nature d'arriver à faire une lentille aussi puissante. 0,4 mm de rayon de courbure modifie la puissance de 2 dioptries et on voit qu'en ophtalmologie, on est dans le dixième de millimètre et dans le micron. Et c'est vrai que modifier la forme de la cornée pour modifier et corriger les défauts de la vision a été l'objectif d'ophtalmologistes depuis la fin du 19e siècle. La cornée est un tissu qui a une épaisseur totale moyenne de 540 microns, qui comporte 3 couches, un épithélium en surface qui est un épithélium malpigien non kératinisé. On a le stroma qui est au milieu, qui forme la partie dure de la cornée et qui offre donc la résistance biomécanique. C'est sur cette partie-là que s'exercera l'action du remodelage cornéen. Elle est transparente grâce à une disposition extrêmement régulière des lamelles de collagène avec une densité d'eau qui est extrêmement bien régulée grâce à une couche de cellules endothéliales monocellulaires qui va maintenir une hydratation à niveau constant et qui va être garante de la transparence de la cornée. L'innervation est fondamentale puisque comme la cornée est un tissu avasculaire, transparent, les nerfs vont venir par la périphérie de la cornée. C'est une branche, ce sont des branches du trijumeau, et donc les nerfs vont pénétrer par la périphérie, vont passer sous l'épithélium et vont former une sorte de plexus et vont terminer leur vie au sein de l'épithélium cornéen. Il faut savoir que l'épithélium cornéen est l'organe le plus innervé et le plus sensible du corps. Il doit y avoir 15 à 16 000 terminaisons nerveuses par millimètre carré, raison pour laquelle quand on reçoit un grain de sable dans l'œil, c'est absolument insupportable. Le besoin de précision micrométrique de cette chirurgie réfractive, où l'échec n'est pas envisageable, va faire de cette chirurgie le berceau naturel des technologies laser. Dans cette recherche de précision, les procédés mécaniques vont céder la place au laser excimer et au laser femtoseconde. Le laser femtoseconde qui a valu donc, comme nous l'avons évoqué, au professeur Gérard Mourou le prix Nobel de physique, et cette découverte a réellement révolutionné la chirurgie réfractive de la cornée. Alors, mon avis personnel sur la sérendipité, je paraphraserai un autre prix Nobel, c'est peut-être le fruit du hasard, mais c'est surtout celui de la réceptivité, parce que le hasard ne suffit pas, il faut savoir interpréter. Et je pense que c'est ce qui fait toute la différence. Et donc, je retire le mot chance pour ma part, et je dis vraiment, il faut être un virtuose pour savoir interpréter des signaux. Alors, cette photo pour rendre hommage à Jean-Jacques Saragoussi, qui est présent dans cette salle, qui travaillait avec le professeur Yves Pouliken
qui a dirigé le rapport de la Société française d'ophtalmologie en 2001 et qui m'a fait l'honneur d'y participer à l'époque parmi les auteurs. On reconnaîtra également le visage juvénile de Béatrice Kochner, qui est derrière. Je rendrai aussi jeune, il ne faut pas dire ça. Je rendrai hommage au professeur Joseph Collin, ainsi qu'au professeur Yves Pouliken, qui ont donné à la chirurgie réfractive en France ses lettres de noblesse, ainsi qu'à l'étranger. À l'origine de la chirurgie réfractive, on rencontre deux personnages. Professeur Fyodorov, à Moscou, qui, dans les années 70, fait des kératotomies radiaires avec des lames diamants. Donc l'effet est immédiat, ça marche très très vite, très très bien. Le problème, c'est que les effets à distance sont incontrôlables et l'enthousiasme mondial qui va entourer cette chirurgie va s'arrêter très vite devant des résultats qui, avec le temps, s'estompaient largement. Un autre personnage important, José Barraquer, à Bogota, grande famille d'ophtalmologistes, lui avait l'idée de modéliser la face antérieure de la cornée en découpant des lenticules avec des systèmes de cryocongélation. Alors ces deux techniques vont disparaître au profit du laser excimer, mais on retiendra avec Fyodorov la naissance de la chirurgie réfractive parce qu'il a donné vraiment une impulsion mondiale sur la chirurgie réfractive et l'effet des incisions de relâchement qui sont quand même encore un peu utilisées, notamment pour les astigmatismes. Avec Barraquer, on retiendra le principe de l'ablation lenticulaire stromale. Et le laser excimer arrive en 1990. Alors là aussi, on pourrait parler de sérendipité. Ce laser arrive en 90, mais en fait, il existait bien avant. Et en 81, Srinivasan, qui travaillait pour IBM, ne savait pas quoi en faire. Et le lendemain d'un dîner de Thanksgiving, il a l'idée de prendre un reste de dinde pour le mettre sur le laser excimer le lendemain, et il s'aperçoit que c'est extraordinaire. Ça a un effet photoablatif, ça retire la matière sans toucher au reste. Et de là naît l'idée d'utiliser le laser excimer pour traiter et modéliser la face antérieure de la cornée. Le laser excimer, c'est un laser argon fluoride qui produit un rayonnement ultraviolet de 193 nanomètres. Alors comme l'a dit tout à l'heure Christophe Baudouin, c'est un laser pulsé avec des photons de très haute énergie, 6,4 électronvolts, qui vont être de nature à rompre les liaisons des atomes carbone qui ont environ une énergie de 3,5 électronvolts. Alors, les premiers lasers qui arrivent aux États-Unis, le laser Summit, il est commercialisé dans les années 89-90. C'est un laser avec un spot large, full beam, fréquence lente. Il n'y a pas de système de centrage, ce qui fait que pendant une minute, on doit demander aux patients de fixer la petite lumière, ce qui n'est pas forcément évident, d'autant qu'ils voient de plus en plus troubles pendant le déroulement du laser. Et donc, en France, il y a des études hospitalières, et j'avais participé à celle des 15-20 en 93, pour avoir l'autorisation de ces lasers excimer sur le marché. Alors ces lasers, c'était absolument extraordinaire, ça donnait des résultats et les gens acceptaient de souffrir et les gens acceptaient d'avoir une récupération assez lente à l'époque parce que c'était vraiment nouveau de pouvoir résoudre ces problèmes de myopie, ces problèmes d'hypermétropie et d'astigmatisme. Mais il y avait un risque cicatriciel sur la cornée, c'est-à-dire que la cornée devenait moins transparente, il y avait un phénomène de haze. Cela était lié quand même par une augmentation de température qui existait malgré le fait que ces lasers ne produisent pas d'effet thermique, par le fait que c'était un spot plein, qu'il fonctionnait toujours au même endroit et il n'y avait pas de refroidissement de la cornée. Ce réchauffement de la cornée associé au fait que les cellules épithéliales qu'on retirait mécaniquement avec un instrument, un coton, de façon à voir, comme on voit dans la partie du bas, on retirait l'épithélium et ensuite on appliquait le laser sur le stroma, eh bien ces cellules épithéliales résiduelles libéraient des cytokines qui favorisaient une sorte d'apoptose qui modifiait la matrice stromale, et donc modifiait la transparence de la cornée. De plus, il y avait des douleurs post-opératoires importantes, il y a des épithélialisations et une récupération visuelle qui était très longue et donc ça avait une incidence socio-professionnelle assez significative. Et en 1995, ces problèmes qui étaient rencontrés, parce que là aussi, les ophtalmologistes avaient besoin de résoudre le problème, et on a la convergence de deux technologies. C'est la technologie du microkératome et du laser excimer. En effet, pour supprimer les douleurs et puis pour éviter les phénomènes de haze, qui étaient liés à des phénomènes cicatriciels, on eut l'idée de couper une lamelle de cornée
repoussait cette lamelle de cornée, on était directement sur le stroma, on traitait le stroma avec le laser excimer et on remplaçait la lamelle. Alors cela avait deux intérêts. Un, les gens n'avaient pas mal, enfin trois intérêts. Un, les gens n'avaient pas mal. Deux, on n'avait pas de processus cicatriciel et donc ça donnait une précision supplémentaire sur les traitements. Et troisièmement, on avait un résultat post-opératoire extrêmement rapide en quelques heures et les gens pouvaient reprendre le travail le lendemain ou le surlendemain. Ça marchait tellement bien qu'en 2000-2001, au moment où Jean-Jacques Saragoussi organisait le rapport de la Société française d'ophtalmologie, j'écrivais dans le texte, j'ai repris le rapport de l'époque, que le LASIK représentait 90% des procédures en 2000 et c'était la technique de référence. Alors les microkératomes suscitaient l'enthousiasme et donc moi-même j'ai organisé au 15-20 à l'époque, donc on voit sur la photo au milieu les travaux pratiques de chirurgie réfractive, c'était déjà en 95. Alors c'était très très bien, mais les résultats étaient excellents, mais on est dans un système mécanique, donc il pouvait y avoir des variations dans l'épaisseur de la lamelle et pendant la découpe mécanique, c'était une lame qui oscillait très vite pour couper une lamelle d'environ 130 à 200 microns d'épaisseur, on était plutôt dans le 130 à 160, eh bien, il pouvait y avoir, c'était pas impossible, ça dépendait pas du chirurgien qui le conduisait, ça dépendait de la cornée du patient et puis de différents facteurs comme la sécheresse oculaire, et donc il pouvait y avoir des risques d'accident du volet. Alors donc, on avait également, en plus de ça, le problème de l'épaisseur de la cornée, de la lamelle, pouvait poser un problème dans la résistance biomécanique de la cornée et pouvait poser le problème de l'ectasie secondaire. Et le laser femtoseconde est arrivé et va apporter la précision dans la découpe du volet. Il était encore expérimental dans les années 2000 et il va remplacer progressivement les microkératomes dans les années 2010. Après plusieurs années de côtoiement avec des microkératomes, ce que je disais tout à l'heure, c'est comme l'homme de Néandertal et Sapiens, sauf que heureusement le côtoiement a duré moins de 3000 ans. Alors, la découpe lamellaire par laser femtoseconde remplace donc le microkératome. Je ne vais pas vous reparler du principe de la technique, puisque nous avons la chance d'avoir son maître. Alors, donc, il faut savoir que ce laser femtoseconde va nous permettre, à une distance, dans l'épaisseur de la cornée, de faire une nappe de petites bulles de cavitation de l'ordre de quelques microns, du micron même, qui vont faire une nappe exactement à la même profondeur, qui vont nous permettre d'avoir un plan de clivage extrêmement précis, à une profondeur extrêmement précise, inatteignable par des processus mécaniques, de l'ordre de 100 microns. Et dans ce plan de clivage, dont nous pourrons également travailler la géométrie, eh bien, cela nous a apporté la précision sur l'épaisseur de la lamelle, l'effet à diminuer le risque d'ectasie post-opératoire sur la biomécanique de la cornée. Alors, le laser excimer et le laser femtoseconde vont s'associer pour former le femtolasique. Cette technologie, parallèlement, une technologie 100% laser va se développer par le laboratoire Zeiss, qui va développer en 2004, à partir de 2004, une technologie innovatrice, qui est le laser Visumax, dont va nous parler tout à l'heure Béatrice, qui utilise uniquement le laser femtoseconde pour réaliser un lenticule à l'intérieur de la cornée, qu'on va extraire par une petite incision de 2 mm. Parallèlement à l'avancée de ces lasers femtoseconde, les lasers excimer ont également évolué et vont s'améliorer avec les systèmes de flying spot de petit diamètre, le contrôle de la distribution thermique, eye tracking puissant qui permettent des centrages parfaits. Cette technique va retrouver un intérêt incontestable aujourd'hui. Le traitement est aisé, rapide et ne modifie pas la résistance biomécanique de la cornée. L'obstacle de cette technique reste encore la récupération en quelques jours et la douleur post-opératoire. Actuellement, 3 techniques coexistent. L'excimer avec des procédures KPR et TKPR, le femtolasique et la technique du smile. Maintenant, pour terminer, quelques petites images vidéo. Vous allez voir le laser excimer en action. Ça, c'est une TPRK, c'est la dernière évolution des lasers excimer. On traite directement, on n'a aucun contact pratiquement. Le laser va retirer l'épithélium dans un premier temps et va traiter le stroma. Vous allez voir, ça dure 30 secondes. Le système de tracking permet de centrer l'axe de la pupille, ce qui fait qu'on aura un traitement de qualité d'une précision, d'un centrage extraordinaire, puisque les trackings sont cadencés à plus de 1000 Hz.
Et voilà, le traitement est terminé. On met une lentille de contact, le patient va rentrer chez lui, il aura mal pendant 2 jours et aura récupéré sa vision 4 jours après, disons. Et le phato-LASIK, cette phase, pour terminer, le phato-LASIK qui associe, première phase, le phato-laser qui va réaliser une lamelle de 110 microns et ensuite le laser excimer qui va modeler le stroma et ensuite on reposera cette lamelle proprement et correctement et le patient récupérera en 2 heures et n'aura pas mal. Alors la première phase laser femtoseconde, comme on a vu tout à l'heure pour la cataracte, on a toujours un phénomène de docking, c'est-à-dire que ça va aller très vite, vous allez voir que c'est fantastique, le femtoseconde, en 12 secondes, on a un plan de clivage absolument parfait. Voilà, donc le centrage, cette procédure est très importante parce que ça va conditionner tout le reste. Voilà, le laser, vous allez voir cette nappe qui se situe à 100 microns de profondeur. Voilà, c'est parti. Et vous allez voir qu'en 12 secondes, ces microbules qu'on voit forment une nappe pratiquement continue avec un diamètre cornéen, un diamètre parfait, régulier, et une micro-incision sur toute la périphérie qui nous permettra de soulever le plan, de soulever cette lamelle. Alors le patient ne bouge pas. Il va passer maintenant sous le laser excimer. On soulève la lamelle de 100 microns d'épaisseur. Ce que je disais, c'est que l'unité chez nous, c'est le micron, ou moins des dizaines de microns. Le stroma est exposé. Le système de tracking permet la fixation. Le laser excimer modèle la surface de la cornée. On termine en reposant la lamelle. Vous regardez toujours tout droit devant vous. On hydrate, le patient vient un petit peu trop, mais c'est très rapide. On va réhydrater le stroma. On va reposer la lamelle. Voilà. Et l'opération est terminée. Vous voyez, c'est pas plus net. Enfin, c'est pas très net. Voilà, le volet adhère assez rapidement. Il ne faut pas que le patient fasse son œil. Et voilà, et l'opération est terminée. Je vous remercie et je laisse la place à Béatrice.